Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer ensemble les championnats de France Nogi de la CFJJB qui avaient lieu le week-end passé. Donc ce sera un débrief cette fois-ci de mon point de vue de compétiteur puisque j'ai pris part à cette compétition. La dernière vidéo débrief que j'avais fait c'était sur les championnats de France novice où j'étais là en tant que coach. Quand je suis coach j'aime être dédié à 100% à mon rôle de coach. Et de la même façon, quand je suis compétiteur, j'aime être dédié à 100% à mon objectif de compétiteur. Donc, ce sera au travers de mes yeux de compétiteur que je vais revenir sur cette compétition, un petit peu à la façon de ce que j'avais fait pour les World Nogi dans une vidéo il y a quelques mois maintenant. Pour que ce soit quand même intéressant pour vous et que ce soit pas simplement moi qui raconte ma vie, l'idée c'est de faire un petit peu une sorte de breakdown de ma stratégie pour remporter cette compétition, qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma préparation et comment j'ai géré les aléas de la compétition pendant ma prestation pour essayer de voilà, partager avec vous un maximum d'éléments qui peuvent éventuellement vous être utiles. Donc, on va découper un petit peu ce débrief en plusieurs axes. Le premier de ces axes, ce sera l'axe de la préparation, on va dire de l'entraînement, de la préparation physique et de l'entraînement en grappling, quoi, de ma programmation d'entraînement, on va le dire comme ça. Donc, au niveau de mon programme d'entraînement lors de cette préparation, je tournais environ à une dizaine d'entraînements par semaine. Alors, j'ai oublié de dire que je considère que j'ai entamé ma préparation à peu près 5 semaines avant la compétition. C'est généralement ce que j'aime bien faire à l'approche d'une compétition. Je pense qu'il faut faire attention à pas commencer ces préparations trop tôt parce que je pense que ça se fait souvent au détriment de la qualité. Déjà, à mon avis, on augmente aussi pas mal les risques de blessures. Une préparation, c'est quand même quelque chose d'assez intense. Si c'est trop long, on peut un petit peu s'épuiser en cours de route et pas arriver dans les meilleures dispositions le jour de la compétition. Donc, personnellement, je trouve, tout dépend aussi de l'ampleur de l'événement, que 5 à 6 semaines de préparation, c'est pas mal. Je me sens bien, en tout cas moi, sur ce format-là pour faire mes prépas. Et donc, sur ces 5 semaines, on va dire, j'ai adopté un planning d'entraînement qui ressemblait à peu près à ça. Je commençais ma semaine le lundi, comme tout le monde a priori, avec un petit renfo léger le matin, peut-être quelque chose comme 40-45 minutes de renfo au poids de corps à base de gainage et de différents exercices que j'aime faire aussi, dans lesquels j'inclus pas mal de physiothérapie, des exercices que je fais pour soigner mes blessures et prévenir les potentiels problèmes que je pourrais avoir vis-à-vis des différentes fragilités que j'ai accumulées au fur et à mesure de mes années de pratique. Donc un petit renfort léger de 40-45 minutes, suivi de généralement une petite heure de souplesse que j'ai la chance de faire avec ma copine qui est euh, prof de pole dance et de souplesse, donc qui est à la pointe des dernières techniques d'assouplissement qu'elle teste sur moi. Je suis un petit peu son mannequin, un crash test, mais j'en bénéficie beaucoup. Et ça m'aide beaucoup pour le jujitsu, même pour la prépa physique et tout. Je sens vraiment que je développe mes amplitudes de mouvement et ça a vraiment un effet bénéfique. Donc voilà, ça c'est mon entraînement de la matinée, renfort léger, souplesse. Une semaine sur deux, j'ai la prépa mentale aussi, j'ai un appel en visio avec mon préparateur mental et donc on met au point voilà, différentes choses, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo, quand on traitera de l'aspect mental. Le soir, j'ai mes cours à la MK et donc je finis avec généralement voilà, une petite heure de sparring en gui
Et donc c'est ce que je faisais pendant cette prépa, sparring Guy. Mardi matin, j'ai ma prépa physique avec Adrien, mon préparateur physique. Donc là, durant la préparation, ça se présentait à peu près comme ça. On faisait en général un premier circuit renfo bas du corps, donc plutôt quadri, ischio, enfin chaîne antérieure, chaîne postérieure. C'était généralement 5 tours, 5 tours de 2 exercices. On enchaînait ça avec la même chose, le même format mais pour le haut du corps, donc un push et un pull généralement, quoi. Ça pouvait être par exemple du développé couché en retenant la descente et un travail en superset de tirage, par exemple du tirage aux anneaux ou des tractions. Enfin, beaucoup de variétés dans les programmes que me propose Adrien, c'est ça que j'aime avec lui, on s'ennuie jamais. Comme il est aussi coach de CrossFit, il a cette philosophie d'être polyvalent, quoi, de s'essayer à beaucoup de choses et c'est ce que j'aime quand je m'entraîne avec lui, c'est qu'il m'amène sur des terrains où j'irai pas forcément de moi-même. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Ça m'oblige à être plus complet, à être plus ouvert d'esprit, à travailler mes points faibles. Et donc, c'était vraiment un élément crucial de ma préparation, je pense. Et donc, quand on a fini ces 2 circuits, donc bas du corps, haut du corps, on finissait généralement par un petit complexe cardio. Donc on a commencé la préparation avec quelque chose comme 4-5 rounds sur un ergo. C'était un vélo normal, hein, le plus souvent. Des rounds assez longs, de 5 minutes je crois au début, où je devais essayer de maintenir une vitesse moyenne la plus élevée possible. Donc voilà, on était vraiment plus sur un travail de fond. Et au fur et à mesure des semaines, à l'approche de la compétition, Adrien me raccourcissait le temps des rounds et donc du coup j'augmentais l'intensité jusqu'à finir la dernière semaine par un travail de fractionné, hein, finalement, où voilà, on était sur des intervalles de travail très courts avec une intensité très élevée, ce qui nous permettait vraiment de couvrir un petit peu tout le spectre du cardio avec voilà, du travail de fond et du travail en, en explosivité et en fractionné. Donc c'est des séances qui duraient à peu près 1 heure et demie, ces séances de prépa physique. Et j'enchaîne le mardi après-midi avec 2 heures de grappling généralement. Alors je dis 2 heures, c'est pas forcément 2 heures effectives, euh, mais c'est un créneau de 2 heures où il peut y avoir des petites pauses de 5 minutes, du repos, etc. Généralement, c'était variable. J'avoue que je le faisais un petit peu à l'instinct, un petit peu avec l'humeur du jour, mais quand même avec un petit peu de. J'étais flexible, mais avec quand même toujours des objectifs de travail euh, assez clairs. Ça pouvait être du drill si j'étais vraiment fatigué, au travers de techniques vraiment proches de mon jeu principal, enfin vraiment très facile à ajouter à mon jeu, à mon A-game comme on dit, à mon jeu le plus fort, puisque à l'approche d'une compétition, je cherche vraiment comment dire, à me concentrer autour de mes points forts, quoi, hein. Je reviendrai là-dessus après, mais à distance des échéances, je pense que c'est un temps qu'il faut mettre à profit pour élargir au maximum le champ des possibles, s'essayer à plein de choses où on est nul concrètement, pour vraiment euh, développer sa palette technique. Et plus on se rapproche de l'événement, plus on se resserre, plus on resserre les taux autour de ses forces et on cherche vraiment à capitaliser autour de ses points forts. Donc ça pouvait être du drill, ça pouvait être du thème, ça pouvait être des sparring à intensité modérée avec des objectifs clairs en tête où je me disais bon ben là aujourd'hui je vais travailler ma de l'arriva du côté faible par exemple et voilà je vais essayer au maximum d'attaquer toujours de ce côté-là pour essayer d'équilibrer mon jeu et d'avoir vraiment de couvrir tout le spectre encore une fois euh, des angles à partir de mon jeu de garde qui est mon gros point fort. Et donc voilà, pour mes entraînements du mardi après-midi, grosso modo. Le mercredi midi, sparring, nogi aussi, plutôt intense.
2 heures, pareil, 2 heures, pas forcément effectives, mais bon, au moins 1 heure d'entraînement effectif dessus, 1 heure à 1 heure 30. Généralement, en plus, j'enchaînais avec un cours particulier avec moi en kimono, avec lequel on travaille beaucoup en thème. Donc au total, je devais facilement avoir 1 heure et demie, 2 heures d'entraînement quand même concrètement. Et le soir, de nouveau un entraînement en gi plutôt light technique, là où bah, en fait c'est des sparring, mais je sélectionne plutôt des partenaires légers avec lesquels je suis relativement à l'aise, avec des objectifs clairs de travail technique. Voilà, la même chose. Aujourd'hui, bah, ce soir, je vais travailler mes passages, je vais travailler tel type de passage, où je vais essayer en tout cas d'avoir un objectif clair, telle soumission, tel thème, mais dans un contexte de sparring libre, simplement en sélectionnant des partenaires avec lesquels je suis suffisamment à l'aise pour pouvoir me permettre de choisir un petit peu où je vais aller techniquement. Le jeudi, souvent le jeudi matin, sauf si j'avais des cours particuliers, je me reposais. Après 3 jours déjà assez intenses, euh, c'était pas mal d'avoir une matinée un peu light au milieu de la semaine comme ça. Donc souvent je me suis reposé le jeudi matin. Et sparring 2 heures encore de grappling le jeudi après-midi. Bon, je dirais intensité modérée, là c'était un petit peu variable. Si j'étais vraiment fatigué, peut-être je m'orientais un peu plus vers du thème et des sparring light, mais si je me sentais en forme, c'était généralement du sparring assez intense avec Rafik notamment, deux de mes partenaires avec lesquels je me suis beaucoup préparé, Adrien et Nathan, qui ont fait la compétition en catégorie ceinture bleue, moins de 73,5 en lightweight, qui ont tous les deux fait un très très beau parcours. D'ailleurs, dommage, malheureusement pour eux, ils échouent tous les deux au pied du podium de pas grand chose après 3-4 combats. Mais voilà, ils ont vraiment fait une belle performance et c'était vraiment des atouts pour moi dans ma préparation. Deux ceintures bleues, légèrement plus lourds que moi, très, très dynamiques, très, très compétitifs, très combatifs. Et c'était vraiment des sparring parfaits pour moi parce que voilà, ils mettaient l'intensité, ils ont la fraîcheur de la jeunesse, ils ont l'envie. Moi, souvent, j'arrivais assez fatigué à ces séances d'entraînement parce que soit j'avais fait la prépa avant, soit voilà, j'avais souvent déjà 1 ou 2 heures d'entraînement dans les pattes quand j'arrivais à mes séances d'entraînement et du coup bah, j'avais une pré-fatigue et c'était intéressant de surtout pas m'emballer avec eux, pas rentrer dans leur jeu parce que à ce jeu-là ils sont meilleurs que moi, ils ont l'énergie de leur côté. Mais plutôt en restant posé, en m'enflammant pas et en imposant mon rythme. Voilà, c'était un bel exercice et voilà, c'est des gars qui me stimulent beaucoup à l'entraînement et je pense que c'était aussi vraiment un des éléments clés de ma prépa. Le vendredi matin, je faisais ma séance force, donc une séance physique que je fais de moi-même à Basic Fit, orientée force comme je le disais, donc des séries courtes d'exercices très lourds. Typiquement, je faisais du squat, donc soit du 5x5 par exemple, chargé à 100 kilos pour moi. Et puis en évoluant vers du 4x4 à 105 par exemple, et puis du 3x3 à 110, voilà, en réduisant les séries et les répétitions, mais en augmentant la charge au fur et à mesure des semaines. Donc du travail lourd au squat en force. Alors moi je fais du Nordic curl, c'est un exercice d'isolation pour les ischios, c'est pas vraiment un exercice de prédilection pour la force, généralement on choisit plutôt des exercices polyarticulaires qui font intervenir plusieurs groupes musculaires, mais moi je fais du Nordic curl parce que c'est un très bon exercice de prévention pour les blessures au genou, et comme j'ai pas mal de problèmes au genou, voilà, j'ai fait des compromis un petit peu, j'ai fait des choix dans ma prépa pour essayer de mélanger au mieux prévention blessure et préparation physique. Donc plutôt que de faire du deadlift, je faisais du Nordic curl lesté.
à 10 kilos. Donc le Nordic Curl, c'est un exercice où j'essaierai de vous mettre des images si j'en ai, où on a les pieds coincés en quelque sorte et on se laisse descendre, on retient la descente à la force des ischios et si on a la puissance, on revient en concentrique également à la force des ischios. Donc exercice d'isolation des ischio-jambiers très intéressant. Et je finissais généralement par soit du développé halter, soit du développé couché, en fonction de ce qui était libre à la salle, pour tout vous dire. Pareil, série courte, lourd. Et voilà. Idéalement, ça aurait été bien que je fasse des tractions en plus, mais souvent, ça me prenait déjà une bonne heure et demie pour faire tout ça, et j'enchaînais l'après-midi encore avec 2 heures de grappling. Donc j'avoue que les tractions passaient souvent à la trappe, après j'en faisais déjà avec Adrien souvent le mardi, donc bon, c'était pas très grave. Et donc l'après-midi, comme je disais, grappling, et généralement c'était une séance assez intense aussi, parce que bizarrement, alors ça sollicite pas mal le système nerveux, et donc généralement ça fatigue de faire des entraînements de force, mais moi ça me stimule. Je ressens la fatigue après, donc juste après une séance de force, je me sens un petit peu excité, stimulé, et donc bah, généralement bah, j'enchaînais avec une séance assez intense, peut-être un peu plus courte parce que c'était la fin de semaine, donc pareil c'était sur 2 heures, mais en entraînement effectif. Je devais avoir 1 heure de sparring assez intense et puis peut-être voilà, quelques rounds de plus légers, plus techniques, en fonction des partenaires qu'il y avait là. Voilà grosso modo pour ma semaine d'entraînement. Et le samedi, donc c'est une journée généralement où j'enchaîne plusieurs cours particuliers. Donc je tourne, je fais de l'analyse technique avec mes élèves et tout ça me sert aussi à titre personnel. On se pose, on réfléchit sur les positions, on fait du thème. Et moi, ben, en fait, même si je suis au service de mon élève, ben, je travaille toujours ma défense, je travaille ma technique, je fais des sparring avec eux où bah, du coup, quand je les fais travailler, je travaille aussi, comme je le disais. Donc voilà, je considère ça comme une séance d'entraînement également technique, stratégique et de réflexion, une sorte de laboratoire, même si je suis dirigé vers mes élèves, ben, j'en bénéficie aussi. Et donc je fais ça généralement plusieurs heures le samedi. Et dimanche, repos. Voilà, c'était ma semaine type durant cette préparation. Ça ressemble assez à ce que je fais pendant l'année, tout au long de l'année, mais excusez-moi, mais avec cette fois-ci des objectifs un peu plus précis et surtout une rigueur, voilà, un petit peu accentuée par rapport à ce que je fais quand je suis hors prépa ou des fois, bah, si je suis un peu fatigué, je vais faire sauter une séance ou si j'ai pas trop envie de m'entraîner fort ce jour-là, je vais être un petit peu plus souple, un peu plus technique, je vais vraiment plus m'écouter. euh, hors prépa. En prépa, je m'écoute toujours, mais il y a quand même cette notion de, il y a un objectif, il faut faire ce qu'il faut, et donc voilà, des fois, il faut savoir se faire violence, et quand il faut se faire violence, je sais le faire. Voilà le commentaire par rapport à ce planning d'entraînement. Ce que vous pouvez peut-être remarquer, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de séances de sparring dures. Il y en a 3 à peu près, grosso modo, dans la semaine. 3 séances de sparring dures. Beaucoup de sparring plus orienté technique, stratégie. Parce que ça me permet de beaucoup récupérer. J'ai quand même presque 35 ans là, dans 2 mois. Donc je récupère un petit peu moins vite. Je fatigue beaucoup, j'ai aussi beaucoup d'années d'entraînement, donc j'ai besoin de beaucoup de qualité. Le volume, je l'ai déjà fait, et j'ai plus honnêtement l'envie de m'entraîner euh, pour ADA tout le temps sans but. Voilà, donc j'ai besoin de beaucoup plus de qualité aujourd'hui, de sentir vraiment que je progresse sur des points et d'avoir une approche beaucoup plus smart dans mon entraînement, beaucoup plus mature. Donc 3 entraînements de sparring assez intenses, beaucoup de travail à thème, beaucoup de travail technique, de la prépa intense aussi, hein, donc l'air de rien c'est quand même une belle charge d'entraînement, mais que je trouve bien équilibré, ça me convient moi aujourd'hui en tant qu'athlète de 35 ans, non dopé, voilà, qui fait tous les efforts qu'il faut, je reviendrai là-dessus d'ailleurs, au niveau de la récupération, de la nutrition, du sommeil et tout, etc. C'est quelque chose qui m'est parfaitement convenu là, durant cette préparation. Et c'est aussi pour ça que je le partage avec vous. Je voulais dire quelque chose encore par rapport à ça, mais ça m'échappe. Ouais, ouais, je parlais de qualité.
Ouais, vraiment. C'est le maître mot hein, que je retiens de tout ça. C'est vraiment c'est quelque chose qui m'a été suggéré par mon prépa mental aussi. Hein. Mettre l'accent vraiment sur la qualité. On voit qu'à haut niveau, c'est vraiment ce qui se fait. Et je pense que c'est une erreur qui est beaucoup faite par des gars qui ont beaucoup de potentiel, des compétiteurs qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ont encore une approche amateur de l'entraînement et voilà, qui font sans doute un petit peu cette erreur d'être trop d'essayer en tout cas d'être trop dans l'intensité tout le temps. Et c'est paradoxalement de l'ego en fait de se dire allez, allez, encore plus, encore plus, encore plus. Il faut trouver la juste mesure pour pouvoir être dans l'intensité quand il faut. Et quand on est dans l'intensité, on est suffisamment reposé, donc on peut vraiment y aller à 100%. Et savoir aussi admettre quand bah, aujourd'hui je suis fatigué, je me suis déjà bien entraîné ce matin, ou je me suis bien entraîné hier. Et là aujourd'hui, bah, vu mon niveau de forme, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de faire un travail technique, faire un travail stratégique, travailler toujours, hein, surtout ne pas s'arrêter, mais toujours optimiser en fonction des moyens. Et pour ça, il faut vraiment être très honnête avec soi-même et son niveau de forme, sans non plus tomber dans l'écueil de trop s'écouter et tomber dans la facilité, quoi. Voilà ce qui était pour de ce qui était de ma charge d'entraînement, de mon planning d'entraînement et de la préparation physique sur cette prépa. Beaucoup de variétés, comme vous pouvez le constater. Au niveau de l'approche mentale de la compétition, bon, du coup, je l'ai déjà un petit peu évoqué. Je travaille avec mon préparateur mental. Ça va bientôt faire 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Donc ça se présente sous forme de conversation tous les 15 jours, généralement. Comme je suis assez bavard, ça dure assez longtemps. On parle généralement 1 heure et demie, 2 heures. Je vous dis comment moi je le vis de l'intérieur, je sais pas comment lui derrière il prépare ses séances et tout ça. Moi c'est beaucoup des mots, vous savez que les mots ont une charge émotive, hein, c'est des choses qui sont prouvées en sciences sociales, que les mots nous impactent réellement. Et moi je le ressens vraiment comme ça, c'est un petit peu des mots-clés parfois qui vont sortir. Ben me dit tiens réfléchis à cette notion, il doit percevoir chez moi des choses un petit peu comme des nœuds, des trucs sur lesquels j'accroche et il me donne à réfléchir sur un mot. Par exemple, ça a pu être le mot légitimité, pour vous donner un exemple. Et moi, je laisse tourner ça un petit peu dans la semaine dans ma tête et je réfléchis un petit peu à ce qu'il a pu vouloir dire, à qu'est-ce qui dans mes agissements et dans ce que je lui raconte lui laisse à penser que il faudrait que je réfléchisse là-dessus. Et le fait de voilà de réfléchir à ces notions, de déconstruire un petit peu les problématiques qu'on rencontre, typiquement une peur qui est très connue chez les coachs, c'est la peur de combattre devant ses élèves, des choses comme ça. C'est dur, hein, on a surtout nous les hommes, on est généralement un peu moins prompt à se livrer. Mais c'est vraiment un travail qui est très très intéressant et qui n'est pas à sous-estimer. C'est vrai que ça peut sonner un peu ésotérique, c'est pas forcément très palpable la préparation mentale, mais je vous assure, en tout cas moi, que ça m'a énormément apporté. Le fait de poser des mots sur les choses, de déconstruire, d'oser en parler, ça casse les peurs en fait. Ça permet voilà, de faire s'évaporer tout un tas de peurs qui nous bloquent, qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel, de faire ce qu'il faudrait réellement faire pour performer, parce on est un petit peu bloqué par des problèmes non résolus, des choses qu'on n'ose pas vraiment faire émerger à la surface de notre conscience. Et c'est un travail, moi, qui m'a énormément aidé, qui m'a aidé aussi à avoir une approche très, très pragmatique des choses, en fait. C'est ça, quoi. Bon, j'ai perdu, par exemple, un combat. euh, Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je dois regarder ça vraiment de la façon la plus brute qui soit, ni en me dévalorisant, ni en me cachant, ni en cherchant à me survaloriser, mais il y a forcément très objectivement des choses positives et des choses négatives dans cette performance. Et il faut savoir les relever.
et identifier voilà, de façon très pragmatique des problèmes. D'ailleurs, ça, quand je vous parlerai un petit peu de ma prestation sur ces championnats de France Nogi, je vous donnerai des exemples de choses que j'ai repérées dans mes combats et voilà, sur lesquelles maintenant je suis capable de dire ah tiens là, il y a une petite faille technique sur laquelle il faut que je travaille. Voilà, là j'ai fait un mauvais choix, ok, je note, je ferai mieux la prochaine fois. Là j'ai bien fait, là j'ai fait un vrai progrès, et tout, etc. Et ça, voilà, ça permet vraiment de faire un état des lieux honnête de la situation et d'avoir une vision très très claire des choses et de se voir avancer en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une pratique quelle qu'elle soit que d'avoir l'impression d'être embourbé, de pédaler dans la semoule, de ne pas savoir si on a progressé ou pas. Et donc voilà, faire ce travail de poser les problèmes, en discuter, et essayer de décortiquer un petit peu ses peurs, d'analyser ses performances, ben voilà, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire et d'avancer clairement dans une direction. Parce que si c'est une phrase de je sais plus qui, mais il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc savoir définir des objectifs clairs, savoir déterminer où on en est à peu près de son évolution en direction de cet objectif, ça permet de mesurer sa progression. Et c'est extrêmement, extrêmement important pour performer, selon moi, en compétition. Un point très très positif durant ma préparation, pareil, que je considère devoir à Ben et au travail qu'on fait ensemble, ça a été que j'ai pas souffert pendant cette préparation. Elle a été très difficile, notamment à cause de la diète, je vous en parlerai un petit peu après. Et pourtant, j'ai jamais été en souffrance. J'étais dans l'inconfort, mais j'étais vraiment dans le présent et je vivais l'expérience à fond, les moments cool comme les moments moins cool. Et ça, pour moi, c'est vraiment un game changer. Là où je pouvais penser, dans une vision un petit peu lyrique des choses par le passé, qu'il fallait à tout prix, comment dire, souffrir, être dans le mal pour mériter de performer, par exemple. Et ça, c'est des choses, rien que dans le vocabulaire que j'utilise, on entend que je suis dans l'émotion quand je m'exprime comme ça. Alors qu'une fois de plus, en fait, pour moi, en tout cas, ce qui marche, c'est le pragmatisme. Et quand j'étais dans la préparation, j'étais vraiment capable de rester mesuré par rapport à ça. C'est-à-dire, il y avait des côtés très difficiles, comme la diète par exemple. Je me suis senti très faible à des moments. Enfin, vraiment, c'était dur. Et d'un autre côté, je me disais, mais en même temps, c'est excitant. En même temps, j'ai envie de me tester. En même temps, c'est ce qui donne du goût à tout le reste. En même temps, il y a du challenge et le fait qui est le risque de faire tout ça pour rien, c'est aussi ce qui rend ça excitant et ce qui rend la victoire plus belle. Donc voilà, j'étais vraiment en mesure d'avoir cette vision très posée des choses, très lucide. Et c'est, je pense, pour moi, la meilleure attitude possible dans une préparation. Voilà, rester très, très pragmatique, accepter le bon comme le mauvais et vivre l'expérience à fond, quoi qu'il en coûte. Et j'étais déjà un petit peu dans cette lignée-là quand j'ai fait les World Nogi donc en décembre dernier, où euh, malheureusement, j'échoue d'un avantage au pied du podium, mais j'étais très content de ma prestation et de mes progrès en matière d'approche mentale de la compétition, même si voilà, c'était très frustrant de passer si près du podium et de louper le coche. J'ai quand même retiré énormément de positifs de cette expérience et j'ai senti que j'étais sur la bonne voie pendant la prépa et la réalisation de cette compétition-là. Donc voilà, je suis resté sur cette lancée-là et ça a bien fonctionné. Voilà le commentaire que je ferai par rapport à l'approche mentale de cette compétition-là et des points positifs notamment. On va aborder un point un petit peu plus sombre de cette préparation, mais pareil, qui a eu aussi beaucoup de bons côtés. Ça a été la diète, parce que comme j'ai beaucoup progressé physiquement, c'était d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais une de mes stratégies, enfin un point essentiel de ma stratégie pour cette compétition, et ce sera le cas pour les prochaines aussi, c'est qu'en fait je me suis vraiment beaucoup développé physiquement. J'étais à un poids de forme de 72 kilos. Bon, je mangeais bien, donc peut-être qu'il y avait 1 ou 2 kilos peut-être un petit peu superfétatoire, j'oserais dire. Donc 1 ou 2 kilos qui étaient, comment dire,
en surplus, mais en tout cas, maintenant comment dire, j'ai franchi la barre des 70 kilos en poids de forme assez nettement et je combattais donc dans la catégorie des moins de 67,5 kg. Et ça a été un peu la croix et la bannière pour faire le poids. Je m'y suis pris à l'avance en faisant un vrai déficit calorique à peu près à 3 semaines de l'échéance. Donc je suis parti d'un poids de 72 kilos. Les premiers kilos, je les ai perdus assez facilement parce que, comme je vous disais, je pense que c'est des kilos qui n'étaient pas absolument nécessaires. Euh, mais j'ai commencé à buter sous la barre des 70, aux alentours de 69,5 kg. Le poids ne descendait plus trop. C'est la première fois que ça m'arrivait de façon aussi nette. C'était vraiment assez inquiétant et pourtant j'avais drastiquement baissé les calories. Pour vous donner un élément précis, je tournais à un total calorique qui oscille entre 2000 et 2500 calories par jour, sachant que je m'entraînais la plupart du temps 2 fois par jour. En plus de ça, avec quand même une activité, je marche énormément, plus de 10 000 pas par jour, parfois jusqu'à 20 000 pas, et tout, etc. Donc vraiment une grosse dépense calorique tous les jours. Et du coup, peu d'apport, hein, entre 2000 et 2500 pour quelqu'un qui a mon rythme de vie, c'était vraiment très faible, à tel point qu'il y a des moments où j'étais vraiment en sous-nutrition, quoi, hein. J'ai vu des étoiles, je me sentais proche de mes potes, toute proportion gardée, parce que eux ne buvaient pas et je me garderais de comparer ma situation à la leur, mais je me sentais quand même proche de mes potes musulmans qui faisaient le ramadan ou de potes qui faisaient le carême, parce qu'il y avait vraiment cette idée de restriction calorique, aussi du coup de se resserrer autour de ses véritables besoins. Et ça, c'était quelque chose d'assez important. Je le confiais à ma copine. C'était assez intéressant finalement la modification du rapport à la bouffe que j'ai eu parce que je suis à l'année dans un rapport plutôt plaisir à la bouffe, même si j'ai plutôt une bonne nutrition, je fais très attention à ce que je mange et tout, etc. C'est des aliments sains et de qualité que je mange, mais vraiment il y a toujours la notion de plaisir, il y a toujours un peu de fromage, un petit peu de choses. J'essaie dans mes plaisirs de sélectionner des aliments qui ont un intérêt nutritionnel, mais manger c'est véritablement un plaisir pour moi, j'adore manger. Et du coup, là, pendant ces 3 semaines, j'étais vraiment dans un rapport beaucoup plus de nécessité par rapport à la bouffe. Donc, des apports très faibles, mais du coup, optimisés à mort. Ou du coup, pour préserver au maximum ma masse musculaire, beaucoup d'apports en protéines. Il fallait quand même que je maintienne un petit peu de graisse de qualité, parce que c'est vital et c'est essentiel pour la santé. Mais du coup, comme c'est des aliments très caloriques, voilà, il fallait vraiment que je sois sélectif et que je gère vraiment les quantités là-dessus. J'ai drastiquement baissé les glucides, qui sont la source d'énergie première du corps pour un sportif. C'est vraiment notre premier carburant, et donc du coup, c'était vraiment difficile à l'entraînement. Mais c'était intéressant cette approche un petit peu, je crois que c'est un petit peu l'idée du carême aussi et sans doute du ramadan, d'avoir une approche différente de l'alimentation et d'être dans un rapport plus, plus neutre, moins émotionnel avec la nourriture. Et c'était très intéressant d'être dans ce mood-là et je trouve que ça a beaucoup participé à me mettre dans les bonnes dispositions mentales pour approcher la compétition parce que c'est assez fou, cette réflexion que je me suis faite, c'est que, en fait, quand j'étais dans le bullpen à m'échauffer pour mes combats lors de ces championnats, je me disais, c'est quand même fou parce que tu veux de toutes tes forces, il faut vouloir de toutes tes forces quelque chose qui n'est pas agréable. Là, en tout cas pour moi, le moment de la compétition, c'est pas quelque chose d'agréable. C'est pas forcément quelque chose de désagréable non plus. Il y a, comme je vous disais, une certaine excitation, il y a le plaisir de se dépasser, de réussir à accomplir une performance, il y a ce côté challenge et tout qui est excitant, mais c'est pas, en tout cas pour moi, quelque chose qui est comparable au plaisir de manger une glace ou de recevoir un massage par exemple. Voilà, c'est pas quelque chose qui est plaisant de cette façon-là. C'est pas un plaisir hédoniste, quoi. Et c'est plutôt un plaisir ascétique. Et du coup, c'est vraiment des dispositions mentales très, très, très particulières. Je sais que mon préparateur mental, Ben, me donne souvent cette expression d'être en mission. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, quoi. C'était vraiment, moi, j'ai un but à accomplir, en fait.
une fois de plus, on se détache un petit peu des émotions en fait. C'est vraiment voilà, une distance qui est prise par rapport aux émotions et je veux de toutes mes forces quelque chose qui n'est pas forcément agréable, mais c'est le but que je me suis fixé et je suis là pour l'accomplir. Et du coup, le fait d'avoir ce rapport-là avec la nourriture également, ben, ça m'a vraiment aidé à être dans les bonnes dispositions mentales pour approcher cette compétition. En plus, encore une fois, sans souffrance, mais avec quand même de l'inconfort, quand on voilà, quand on vraiment on se fait vraiment violence pendant plusieurs semaines dans un but précis, le jour où on arrive à la compétition, on est vraiment déterminé à gagner. Et je pense que mentalement, c'est un vrai plus. J'avais un autre commentaire à faire qui m'échappe par rapport à ça. On veut de toutes nos forces quelque chose qui n'est pas agréable. Je sais plus, ça me reviendra. Des petits tips par rapport à cette diète, parce que donc comme je vous disais, c'était assez intense, mais heureusement, j'ai quand même accumulé pas mal de connaissances en nutrition. J'ai déjà consulté des nutritionnistes, Cécile Journelli par exemple, qui m'a suivi pendant un certain temps, qui m'a donné des tips que j'applique encore aujourd'hui. Et puis à titre personnel, je suis toujours en veille par rapport à ces sujets-là. Je suis un passionné de tout ce qui touche de près ou de loin au sport et à la performance. Donc au fil des années, j'ai accumulé pas mal de connaissances et ça m'est très utile au moment de faire ce genre de choses parce que du coup, je sais voilà, à peu près comment faire les choses. Je me connais aussi. Je sais comment aborder une diète en optimisant au maximum mes apports pour ne pas trop perdre en muscle par exemple voilà, en augmentant les protéines, en choisissant les aliments intelligemment, notamment des aliments très rassasiants qui permettent de ne pas ressentir la faim de façon trop intense, même si je l'ai ressenti à des moments parce que j'ai vraiment fait un déficit assez agressif, comme j'ai eu du mal à perdre le poids. Il y a des cheat codes. Par exemple, un de mes cheat codes, c'est les pommes de terre vapeur. Les pommes de terre, c'est un aliment qui ont un très fort, qui a un très fort indice de satiété. Et par rapport à des pâtes ou à du riz, par exemple, dont on peut engloutir des quantités astronomiques sans forcément ressentir la satiété rapidement et donc accumuler des calories. La pomme de terre, voilà, on va rapidement être rassasié parce que c'est riche en fibres, ça cale vraiment pour finalement généralement un total calorique qui est assez faible. Donc voilà, c'était des repas souvent pas très funky. Bon, j'avais tellement faim que tout me paraissait de toute façon délicieux, mais bon, quand je mangeais typiquement un de mes repas cheat code, c'était des pommes de terre vapeur avec des œufs pour des bonnes protéines et du bon gras, et un gros volume de légumes, style des haricots verts vapeur ou quoi. Bon, pommes de terre vapeur, haricots verts vapeur et œufs avec un petit peu d'assaisonnement. C'est délicieux quand on a très faim. C'est des aliments très sains. Bon, clairement, c'est pas. Là, je suis plus en diète. C'est pas le repas. C'est pas mon repas idéal, quoi. Mais au moins, ça me permettait de pas trop ressentir la faim. Euh, et voilà, je comptais mes calories aussi grâce à moi. J'utilise une application qui s'appelle Fat Secret, que vous pourrez retrouver sur les plateformes. C'est pas de la pub, hein, moi je j'ai pas d'accords commerciaux avec aucune marque, mais c'est une application que j'utilise. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est très très utile. J'ai aussi utilisé une balance de cuisine parce que faire les choses à la louche, en fait, très souvent, surtout quand on a faim, on n'est pas tout à fait objectif et on mange trop. Et au début, j'ai commencé un petit peu à la louche et quand j'ai vu que j'avais du mal à perdre le poids, j'ai dû vraiment être très très rigoureux pour m'assurer de perdre le poids dans les temps. Et donc j'ai utilisé une balance de cuisine. Je pesais euh, quasiment tous mes aliments. Quand je mangeais mes petits Suisses le soir avec mes framboises, je mettais un petit peu de sucre, un petit peu d'amande. Je pesais mon sucre, je pesais mes amandes, enfin je pesais tout pour compter mes calories et savoir exactement ce que je mangeais par jour. J'ai pas coupé tout plaisir, hein, comme par exemple, moi, ça, c'est un dessert que j'adore, manger des petits Suisses avec des framboises, un petit peu de cassonade et de cannelle et des amandes. J'adore ce dessert, là, je le mange encore là, hors diète. C'est quelque chose que je mange tout le temps. Je l'ai conservé en ajustant un petit peu les doses, en mettant un peu moins de sucre et beaucoup moins d'amandes parce que c'est très calorique. Mais j'ai conservé ces plaisirs-là et je pense que c'est très important, même quand on fait un déficit, et surtout quand on fait un déficit très agressif comme ça, de conserver des aliments plaisir pour pas craquer quoi, mentalement.
Les boissons zéro, ça peut aider un petit peu aussi. J'essaie de pas en abuser parce que je pense qu'au niveau de la flore intestinale et tout, c'est pas ouf, mais clairement, ça peut aider aussi. Un petit Coca zéro, un petit 7up zéro et tout, par-ci par-là, pour avoir un peu de plaisir, un petit peu de goût sucré quand on fait déjà beaucoup de sacrifices. Voilà, c'est des choses qui aident. Voilà, moi je sais que j'aime bien, j'ai plus de facilité à pas trop manger le matin, même si je mangeais un petit peu pour avoir quand même un petit peu de gaz pour mes entraînements. Et par contre, j'aime bien manger le soir, j'aime me coucher en étant bien repu parce que voilà, ça facilite l'endormissement et tout pour moi, même si je sais qu'il y a des gens qui déconseillent les glucides le soir et tout. C'est ce qui fonctionne pour moi, c'est la meilleure recette que j'ai trouvée à titre personnel. Donc moi j'ai procédé comme ça et du coup bon bah ça m'a permis voilà, de franchir cette étape de la diète et de faire le poids. Les derniers jours j'ai aussi beaucoup bu, ce qui m'a permis d'évacuer pas mal d'eau. J'ai conservé la créatine. La créatine, on a tendance à dire que ça fait de la rétention d'eau. Moi j'ai de très bonnes sensations à l'entraînement grâce à la créatine, je me sens plus fort. J'aime beaucoup voilà, avoir la créatine. Donc on dit que ça fait de la rétention d'eau. Attention, c'est de la rétention d'eau intramusculaire, hein, c'est pas la même que la rétention d'eau qui cache les abdos par exemple. Ça fait gonfler un petit peu le volume des muscles. Bon, du coup, c'est quand même du poids sur la balance, mais j'ai pris le parti de conserver la créatine et de souffrir un peu plus sur la diète parce que je voulais conserver cet avantage concurrentiel. Et donc pour vous dire que c'est possible. Les derniers jours j'ai bu beaucoup d'eau, ce qui m'a permis d'évacuer aussi pas mal d'eau. Le stress, parce que j'ai pas mal stressé la veille de la compétition, je pense a contribué à voilà, me faire perdre un petit peu les derniers kilos, à tel point que je suis descendu même à 66,5, donc un kilo en dessous du poids, alors que je suis parti de 72 hein, pour rappel. Ce qui m'a permis de prendre un petit déjeuner correct le matin et donc d'être vraiment en bonne forme le jour de la compétition. En plus de ça, c'est bête, hein, mais le fait d'avoir très faim, je trouve que je pense que d'ailleurs j'ai lu quelque part que ça active le système sympathique. Donc en gros tout le système du corps humain qui est orienté vers l'action, euh, la chasse, je pense, dans la nature, ce genre de choses, par opposition au système parasympathique qui est plutôt le mode du corps qui est relatif à la détente, à l'apaisement, et tout, etc. Donc le fait d'avoir faim, ben, je me sentais vraiment dans ce mood du chasseur-cueilleur, vraiment, voilà, l'esprit affûté, l'esprit clair, le fait de ne pas avoir de pic glycémique dans la journée aussi, c'est quelque chose que j'ai retenu et que j'essaie de maintenir maintenant pour avoir un niveau d'énergie constant dans la journée. C'est quelque chose qui a été vraiment intéressant pour contribuer à me mettre vraiment mentalement dans de très bonnes dispositions pour la compétition. Voilà pour ce qui est de ce chapitre un petit peu nutrition. Je pense vous avoir confié un petit peu tous mes secrets là durant cette préparation. On va en arriver à la prestation en elle-même sur ces championnats de France Nogi. Donc c'était un très très bel événement, une fois de plus organisé par la CFJB au gymnase donc, de Villemont-sur-Yvette. J'ai adoré cette compétition, c'était très très sympa, j'étais très enthousiaste à l'idée de la faire. Donc je suis arrivé de bonne heure le matin avec mon poteau Everaldo. Je me suis bien échauffé, j'en avais parlé pour ma vidéo pour les Worlds, ça a été quelque chose de similaire cette fois-ci. Donc en plus on s'est levé tôt puisqu'on combattait à tous les deux en début de matinée. Moi j'étais programmé à 10h je crois, mais j'ai dû combattre vers 9h30. Il y a souvent de l'avance à la CFJB donc je le savais. On a dû arriver à la salle vers 8h. Moi je me suis levé je crois vers 6h15, un truc comme ça. J'ai pris mon petit déj direct dans la foulée, ce qui m'a permis de bien avoir le temps de le digérer, vu que j'ai combattu vers 9h30. Bon, en plus, c'était un déjeuner léger. Je crois que j'ai dû manger une banane, un petit peu d'avoine et un yaourt, quoi. Donc, voilà, j'ai bien eu le temps de digérer tout ça et je suis arrivé vraiment tip top. J'ai fait un très bon échauffement, donc où j'ai fait donc un premier réveil musculaire, où voilà, j'ai fait des petits drills et tout pour réveiller un petit peu les articulations, un petit peu de cardio, style jumping jack, des petits sauts et tout, etc. pour commencer à mettre la machine en route. Un petit complexe de pompe squat. En fait, je continue à faire mes jumping jacks, tout ça, et au milieu de ça, je faisais des petites séries de 20 squats, de 20 pompes, pour commencer à réveiller, à faire un petit réveil musculaire du haut et du bas du corps.
un truc comme 3 séries de 20 squats, 3 séries de 20 pompes, et très important, 3 séries de 20 burpees, pour bien bien faire monter le cœur, hein, c'est intense, hein, ça peut faire un peu peur là quand on s'échauffe, parce que du coup on est très essoufflé, mais du coup c'est parfait parce que ça déclenche vraiment la machine, hein, moi je le ressens comme ça, je monte vraiment bien dans les tours jusqu'à être bien bien essoufflé, bien transpirant et tout ça, et du coup je sais que là le moteur est chaud, tout est réveillé, et je suis vraiment physiquement parfaitement affûté pour aller combattre. Surtout que moi je suis un diesel, hein, je suis quelqu'un qui prend du temps à me mettre en route. Donc voilà, c'est vraiment une routine que j'ai mise au point maintenant et que je pense que je vais conserver parce qu'elle me réussit vraiment bien. Et suite à ça, j'ai tourné avec du coup Adrien, le partenaire dont je vous parlais, une très bonne ceinture bleue qui fait un peu qui est dans la caté du dessus, mais bon voilà, on est assez proche en termes de poids. On a dû rouler je pense un petit quart d'heure comme ça, intensité modérée, surtout pour réveiller les automatismes. Voilà, c'est plutôt un réveil technique, voilà, se remettre un petit peu en tête nos mouvements forts, prendre les sensations un peu en dessous, au-dessus, réveiller les réflexes. Et c'était parfait. C'est vraiment à peu de choses près ce que j'ai fait pour les Worlds. Et là, je me sentais parfaitement échauffé. Du coup, mon nom a été appelé pendant que je faisais ce petit combat avec Adrien, donc c'était parfait. Je me suis rendu à la pesée, j'ai tout validé, puis j'ai commencé à attendre dans le bullpen qu'on m'appelle pour mon premier combat. Il y a eu un peu d'attente, au début mon adversaire n'était pas là, ça c'est un truc qu'il faut savoir gérer aussi. Euh, je sais que j'ai des élèves qui m'ont déjà confié ça, donc je vous le confie également, hein, moi très souvent, enfin, je sais que j'ai toujours une voix dans ma tête quand je suis dans le bullpen qui veut fuir le combat. Et j'ai appris à l'accepter en fait. Je me flagelle pas en me disant ah putain t'es un faible, je sais que c'est la pire des choses à faire. Je sais quand je suis dans l'air d'échauffement qu'il y a une partie de moi qui va vouloir fuir parce que il y a du stress, il y a de la peur l'esprit humain est ainsi fait qu'il veut toujours aller à la facilité. Donc quand j'ai vu que mon adversaire n'arrivait pas, ben, il y a une partie de moi qui commençait à espérer ah cool, ben, peut-être que du coup je serai direct en finale, peut-être que je peux être facilement champion de France, etc. Voilà, c'est un peu rigolo de confier ça, hein, et ça peut paraître paradoxal, mais je pense que c'est intéressant justement de le partager parce que c'est des choses qu'on n'ose peut-être pas forcément dire, alors que je pense que ça fait vraiment partie du truc et que justement c'est ça qui est assez intéressant, c'est de réussir à apprivoiser ce côté-là et j'y arrive de mieux en mieux parce que voilà, dans ma tête je me disais reste concentré, reste prêt à tout, ton adversaire va arriver, commence pas à... C'est normal que tu te dises ça, c'est normal que ton esprit cherche à fuir et qu'il cherche la facilité, mais toi, entre guillemets, ça sonne un peu schizo hein, ce que je raconte là, mais toi, reste concentré, laisse ses pensées fuser et tout, mais reste prêt, continue à rester en condition pour faire tout ce qu'il faut pour gagner quoi qu'il en coûte. Et donc mon premier adversaire est finalement arrivé. Donc mon premier adversaire s'appelle Alexandre. Il vient de l'école School of Champs. C'est lui qui avait gagné la catégorie l'an passé, champion de France donc du coup l'année dernière. Un adversaire assez longiligne, assez grand, que je savais forcément fort, hein, puisqu'il avait remporté l'édition 2024 de ces championnats de France, donc dans cette caté. Moins de 67,5 ceinture noire master. Et je savais via des sources proches que donc il avait une très bonne garde, que c'était un gars assez mobile. Donc voilà, j'étais préparé à ce combat-là. On a fait un combat assez stratégique. On tire tous les deux la garde, c'est un Guardero aussi. Il se relève, donc il score l'avantage au début. Je renverse assez rapidement. Et d'ailleurs, j'ai fait l'essentiel du combat au-dessus en tant que passeur. Une très bonne garde, hein. Vraiment, il m'a inspiré plusieurs fois dans sa papillon. En plus, il était très longiligne et c'est quelque chose que j'ai analysé là en regardant le combat. J'ai analysé ces phases-là parce que je suis ressorti de ce combat-là en me disant putain, il m'a gêné plusieurs fois. Il y a un truc auquel j'ai pas su m'adapter et j'ai vraiment tiré des enseignements de ce combat-là.
À un moment donné, donc il lance une attaque, à chaque fois il arrivait à m'aspirer dans sa papillon. J'arrivais pas à passer en dessous pour le stacker. Je savais qu'il était souple et vraiment mobile des hanches et que donc du coup les passages à distance type Torando et même Nickut ça allait être compliqué contre lui. Donc j'essayais de placer mon stack mais j'y arrivais pas parce qu'il avait toujours les jambes très basses. Il m'aspirait dans sa papillon donc c'était vraiment gênant. Une très bonne garde. En plus il avait des saisies très fortes, des saisies nerveuses vraiment très 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 dures. Donc vraiment un adversaire de qualité. Il attaque une séquence en guillotine à un moment donné que je défends bien, mais en fait sur la guillotine il marque un avantage de renversement. Je remonte, donc il score pas le renversement, mais il marque l'avantage. Et donc on est toujours dans cette situation où je suis passeur et où les Guardero. Et à quelques secondes de la fin, il arrive à me renverser parce que j'ai fait un peu une erreur. Mako me hurlait de pas rentrer dans son jeu. Il restait 30 secondes de combat, j'avais juste à tourner un peu autour et j'ai pas osé en fait fuir le combat, enfin en tout cas ne pas engager pour le forcer lui à venir. Il était en retard au point, donc il aurait forcément eu à le faire, ce que Mako m'a expliqué par la suite, mais j'ai pas eu la lucidité de l'écouter dans le combat. Et donc il me renverse à quelques secondes de la fin. Et donc il doit rester quelque chose comme 10-15 secondes au compteur et je suis mené aux avantages. Du coup il y avait 2-2 au score et 2 avantages pour lui. 2-2 au point et 2 avantages pour lui. Je suis mené au score et il reste quelques secondes, donc vraiment c'était très très mal engagé pour moi. J'entends Guillaume Prada, mon partenaire d'entraînement, qui me crie il faut que tu plonges dans les jambes. Effectivement, c'était la seule chose à faire. En plus, je savais que lui allait tirer la garde. Et donc, c'est ce que j'ai fait. L'arbitre relance le combat et je plonge dans les jambes au moment où il tire la garde. Et donc, action assez litigieuse, hein, pour être honnête. Je sais que de son côté, voilà, il y a eu un peu polémique. Son entraîneur et lui-même ont contesté un petit peu l'arbitrage de cette phase-là. Je reconnais que c'est litigieux. Puisque bah, je plonge dans ses jambes au moment où il tire la garde et donc c'est à l'appréciation de est-ce que j'ai plongé en premier, est-ce qu'il a tiré la garde en premier. Sur ce combat-là, bah, l'arbitre m'accorde les 2 points, donc il accorde l'amener au sol pour moi. Comme il y a contestation de l'autre côté, il demande vérification à la vidéo. Donc il y a 2 arbitres supplémentaires à la vidéo qui confirment les 2 points. Moi honnêtement dans l'euphorie du combat je me suis rendu compte j'étais plus vraiment lucide quoi. J'étais un peu comment dire obsédé par l'idée de gagner et en même temps vraiment stressé à l'idée de enfin là j'étais en train de perdre à 10 secondes de la fin donc c'était l'énergie du désespoir. J'y suis allé j'ai tenté le tout pour le tout. Quand j'ai vu qu'il y avait les 2 points et que ça contestait et tout, j'étais un petit peu perdu et tout. Bon, ça a été confirmé par 3 arbitres. Donc c'est validé pour moi. Suite à ça, l'entraîneur de mon adversaire a fait une petite story dans laquelle il met l'action, il dit ah, qu'est-ce que vous en pensez et tout, etc. Donc moi j'ai vu cette vidéo-là après ma victoire et mon podium. Donc bah, du coup j'étais un petit peu mal à l'aise parce que je me suis dit ah, est-ce que c'est un vol pour mon adversaire et tout. Donc je savais pas trop quoi en penser. Du coup j'ai envoyé cette story-là aux arbitres que je connaissais. Notamment Vincent Nguyen et Mathias Jardin, qui sont 2 des arbitres principaux de la Fédé. Vincent Nguyen m'a dit que lui, il n'aurait pas accordé les points. Mathias Jardin m'a dit que lui, il aurait accordé les points. Donc encore une fois, les avis sont partagés. Vincent Nguyen m'a très gentiment proposé de demander à différents responsables d'arbitrage IBJF. Donc pour vous dire, les responsables d'arbitrage IBJF, c'est parmi ce qui se fait de mieux en termes d'arbitrage au niveau international. Voilà. Comme lui, Vincent est haut placé en tant qu'arbitre à IBJF, il a ces contacts-là. Donc il m'a proposé de faire visionner la vidéo à des arbitres pour, entre guillemets, avoir une réponse un peu plus claire, quoi. Et il m'a fait une réponse le lendemain, d'ailleurs je le remercie, c'était très gentil à lui. Et une fois de plus, parmi les responsables d'arbitrage IBJF, les avis sont partagés. Il me dit grosso modo, il y a la moitié qui t'accorde les points, la moitié qui ne te les accorde pas. Donc voilà, j'ai gagné ce combat. Avec la chance de mon côté en termes de l'arbitrage, puisque ça aurait pu aussi bien tourner à l'avantage de mon adversaire. Je prends ça comme une invitation à l'humilité, hein. Mon adversaire était tout à fait en mesure de me battre. Je pense que c'est vraiment. Moi, j'attribue ça au fait que j'étais vraiment
surdéterminé à gagner et que voilà, ça c'est voilà, la victoire s'est arrachée au forceps, mais il y a pas eu de domination franche ni d'un côté ni de l'autre. Et voilà, ça s'est joué à vraiment très très peu de choses. Donc invitation à l'humilité, j'ai remporté ce combat, mais bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à nouveau avec Alexandre pour voilà, peut-être départager un vainqueur avec un petit peu plus de netteté. Donc voilà pour ce premier combat qui était donc une demi-finale que je remporte au point du coup. Et je retrouve en finale un vieil ami en la personne de Mathias Collinet, qui est un très solide compétiteur sur le circuit CFJB, BJF depuis longtemps, ceinture noire depuis très longtemps. Mathias, adversaire de qualité également, un gros jeu de passage, très physique, très dynamique. Vraiment très, très stylé, j'aime beaucoup son style. Adorable en plus, très gentil, Mathias, si tu passes par là, je t'embrasse. Un adversaire que j'aime beaucoup. On s'était déjà affronté en kimono à la JP Paris il y a 2 3 ans. Et Mathias avait remporté le combat à la décision en finale. On s'était retrouvé en finale lors de ce tournoi-là et on avait fait un combat très serré où, bah, en gros, j'avais tiré la garde et j'étais resté en garde tout le combat. J'avais lancé quelques attaques, mais lui avait été quand même plus incisif, même s'il n'avait pas réussi à me passer la garde et qu'on avait fait un score de 0-0, il avait quand même été plus incisif dans ses attaques et je lui avais même dit ce jour-là que la décision pour moi était méritée parce que j'avais senti aussi une domination physique de sa part. Je me sentais un petit peu à la rue physiquement à ce moment-là. Ça me permet de faire de rebondir sur ce que je vous disais sur le physique et tout le travail que j'ai fourni pour vraiment me renforcer physiquement, prendre de la masse, perdre du poids. Tout ce travail-là, il a vraiment porté ses fruits parce que j'ai eu des sensations très différentes sur ce combat-là au championnat de France Nogi. Alors qu'il y a 2 3 ans, vraiment, Mathias était au-dessus physiquement, il m'avait imposé un rythme physique que j'avais eu du mal à suivre, j'étais essoufflé en cours de combat, et voilà, et je pense que c'était notamment grâce à ça qu'il avait réussi à s'imposer cette fois-là. Et donc voilà, c'était une revanche, cette finale contre Mathias. Euh, donc on se connaissait. Je savais que Mathias ne tirerait pas la garde. C'est un passeur. Il savait très certainement que j'allais tirer la garde. Donc on a vraiment les profils voilà, opposés. Le passador contre le guardero. Donc je tire la garde dans ce combat comme prévu. J'ai bien pris mon temps sur les tirages de garde. Ça c'est un truc que je voudrais souligner parce que souvent quand on est guardero ou quand on n'est pas très confiant sur son debout, on peut avoir tendance à précipiter les tirages de garde parce qu'on a peur de la situation. On se dit ah je suis debout, je suis pas bon debout, il faut vite que j'aille au sol. Et non en fait parce que c'est là qu'on fait la connerie. Donc même si on n'est pas bon au sol, pas bon debout pardon, il faut pas avoir peur de prendre son temps pour bien poser ses saisies, pas se prendre un contre à la con, une histoire de 2 points et tout, bah, voilà, comme ça c'est arrivé dans ma demi-finale. Voilà, c'est des choses qui sont. C'est quelque chose que j'ai vraiment relevé là, lors de cette compète. Je me suis pas précipité sur les tirages, je me suis dit, bon, tout le monde sait que tu vas tirer, je commence à être un petit peu connu dans la KT, on se connaît tous un peu, plus ou moins, donc les gens savent que je suis un guardero, que je vais tirer la garde, donc justement, je vais prendre mon temps, m'appliquer, bien prendre mes saisies, pas faire d'erreur. En plus de ça, je travaille quand même mon debout à la salle, même si je dis souvent que j'ai une lutte éclatée, je travaille ma lutte, ce qui me permet quand même d'avoir un minimum de confiance et de repères pour me dire bon ben ça va, je vais pas non plus me faire voler dans les jambes en moins d'une seconde, donc je sais au moins un petit peu comment gérer la situation debout pour pouvoir installer mon tirage. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai tiré la garde. Mathias, donc j'attaque un Kiss of the Dragon, c'était ma stratégie technique. Là, j'ai beaucoup travaillé les entrées comme en master, en ceinture noire master, en nogi. On n'a pas les clés de talon, on n'a pas tout ce jeu de leg lock, on a uniquement les kimura de cheville, les clés de genou et bah, les clés de cheville droite aussi. Euh, Évidemment, et les compressions de mollet, mais on n'a pas tout ce qui est clé de talon. Ben, ça modifie un petit peu le jeu et moi ma stratégie c'était vraiment de travailler plutôt sur les renversements, prise de dos à partir de la de l'arrivée, inversée, donc tout ce qui va être Kiss of the Dragon, Berimbolo, voilà, c'est ces techniques que j'affectionne beaucoup. Et donc je rentre en Kiss of the Dragon, cette technique de l'arrivée inversée pour attaquer le dos ou un renversement, et Mathias me contre en attaquant le Kimura de pied, et on avait analysé son combat, sa première demi-finale avec Mako. On l'avait regardé ensemble
sur le côté, et on avait vu il avait déjà fait ça sur demi-finale, et que ça faisait partie de sa stratégie d'attaquer des Kimura de pied pour forcer l'adversaire à sortir de l'ère de combat. Et bon, quand on sort de l'ère de combat alors qu'on est pris dans une soumission, on est disqualifié, sauf si la soumission en question est une Kimura de pied, parce que du coup, vu que la seule façon de défendre c'est de tourner, eh ben, à ce moment-là, le règlement est adapté et on n'est pas disqualifié, mais c'est 2 points qui sont accordés à l'adversaire. Et donc c'était la stratégie de Mathias, on l'avait vu lors de son premier combat. Et donc on s'y attendait. Donc quand moi j'attaque en Kiss of the Dragon, il a lui attaqué une Kimura de pied. D'ailleurs il a partagé la séquence sur ses réseaux. Il y a beaucoup de gens qui ont été super étonnés de ma souplesse de cheville. Mais honnêtement, je pense que c'est plus je suis souple des chevilles, mais je pense que c'est plus dû au fait que mon genou n'était pas contrôlé, que du coup j'avais la hanche libre et je me suis pas vraiment senti en danger sur la Kimura de pied. Je faisais surtout attention à pas sortir de l'air pour pas prendre les 2 points. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à shooter au bord du tatami et à rester dans l'aire de combat pour pas prendre les 2 points. Mais Mathias a néanmoins pris un avantage sur cette action, donc j'étais mené d'un avantage. Puis je place une première tentative de renversement. Je crois que c'est encore. Je m'enroulais dans les jambes. Ça faisait partie de la stratégie qu'on avait échafaudée avec Mako en regardant sa demi-finale. Bon, c'était déjà plus ou moins ce que j'avais prévu comme jeu lors de ces championnats, mais on avait vu que voilà, Mathias travaille beaucoup à mi-distance, beaucoup en e-cut, tout ça, et que du coup son premier adversaire avait commencé à trouver un début de solution aussi en s'enroulant beaucoup dans les jambes. Et Mako me dit il faudrait que tu fasses de la 50, tout ça. Moi je suis pas trop à l'aise sur la 50, j'aime plus des positions comme la X, la reverse de la Riva, tout ça, mais on a conservé cette idée de s'enrouler dans les jambes tout le temps, en K-guard, en de la Riva inversée, en de la Riva, etc. Et donc voilà, je l'ai vraiment harcelé là-dessus. Et donc je crois que j'attaque en Kiss of the Dragon, il me semble, sur ma deuxième attaque. Et bon, scramble, je m'enroule un peu autour des jambes et je commence à me relever avec sa jambe. Et Mathias s'échappe pour défendre le sweep et je plonge dans ses jambes pour stabiliser le renversement en dehors du tapis. Donc je marque un avantage et je recolle le score. On est un avantage partout. On continue encore un petit peu comme ça. Il y a eu une séquence où Mathias a été assez agressif, il a eu une bonne idée, je pense que ça lui a été conseillé par son coin, de m'attaquer sur la gauche, parce que il a identifié que mon côté fort sur la garde c'était à droite, et il y a eu un petit moment, le moment où je l'ai senti le plus dangereux, c'est au moment où en fait il a eu donc la bonne idée de m'attaquer sur mon côté gauche en garde. Bon, il se trouve que je sais quand même bien défendre du côté gauche, mais sur le coup ça m'a surpris et c'est vrai que j'ai dû mettre un petit coup d'accélérateur pour pas me faire passer la garde à ce moment-là. Donc il m'a pas mal attaqué sur mon côté gauche, mon côté faible de la garde, et donc une petite séquence où il a été bien agressif sur les passages. Puis finalement j'arrive à me réenrouler autour des jambes à partir d'une K-guard, je crois, je rentre en K, puis je prends une X-guard et une fois de plus j'arrive à remonter en X-guard avec vraiment un solide underhook sur la jambe. Et Mathias cherche encore à défendre en s'éloignant. Et du coup, il est à 2 doigts de sortir du tatami. Et donc, mon coin me crie de le ramener vers le centre pour pas scorer les points et pas lui donner simplement l'avantage. Donc, on est resté un moment comme ça au bord du tatami. Moi, je le ramenais. Lui, il essayait de défendre le sweep. Et je le ramenais jusqu'à ce qu'il finalement défende. En sortant du tatami, donc je score à nouveau, en tout cas je finalise à nouveau le renversement, mais une fois de plus en dehors de l'air. Et donc là, une nouvelle fois, une action qui est un petit peu litigieuse en termes d'arbitrage. Enfin, quand je dis litigieuse, c'est simplement que une même action peut être interprétée différemment par 2 arbitres. Il n'y a pas de vérité absolue à ce niveau-là, parce que l'arbitre du combat, à ce moment-là, m'a accordé 2 points et a pénalisé Mathias. Parce qu'il a considéré que Mathias avait fui de l'art de combat. Et puis finalement, après visionnage de la vidéo, les arbitres à la table ont annulé ce score. Ils ont annulé les 2 points et la pénalité et ils m'ont accordé un avantage. Ce qui fait que j'étais devant d'un avantage. J'étais 2 avantages à 1 pour moi. Pour vous dire à quel point voilà, ça se joue vraiment à peu de choses et que selon l'interprétation qu'on a d'une action, voilà, ça va faire pencher la victoire d'un côté ou de l'autre.
Donc du coup je menais 2 avantages à 1 et puis donc à la toute fin du combat j'ai eu la bonne attitude de continuer à rester offensif parce que c'est une erreur que j'ai pu faire par le passé en compétition de trop gérer et de plus attaquer à partir du moment où j'étais devant au score et bah, en fait c'est souvent on dit, comme on dit hein, la meilleure défense c'est l'attaque et du coup on est souvent dans une situation où on subit les attaques de l'adversaire et du coup, bah, ça m'a joué des tours par le passé. Donc du coup, je me suis dit, reste en gestion, ne fais pas de folie, mais continue quand même à attaquer, à être offensif, ne serait-ce que pour pas lui laisser à lui le loisir de tout le temps t'attaquer. Et donc finalement, on s'enroule. Je m'enroule à nouveau autour. Enfin, il y a de nouveau un scramble, je m'enroule autour des jambes et tout, etc. Et puis finalement, à la toute fin du combat, Mathias attaque de nouveau une Kimura de pied. Que personnellement, encore une fois, je vais pas me plaindre hein, sur le premier combat. Voilà, ça aurait pu aussi bien tourner dans le sens de mon adversaire. Moi, je considère qu'il n'y avait pas de danger, puisqu'en fait, la Kimura de pied, elle était même pas verrouillée. Il tournait juste mon pied avec ses mains. Pour moi, il y avait tellement pas de danger que voilà, je trouve pas que ça méritait un avantage. Mais l'arbitre a accordé l'avantage, donc la décision de l'arbitre fait loi. Donc un avantage de plus pour Mathias qui recolle le score à la sonnerie à la fin du combat. Donc on est à 2 avantages partout. Et donc du coup, victoire à la décision pour moi, l'arbitre me déclare vainqueur. Et donc je remporte cette victoire à la décision, immense déploiement de joie pour moi, c'était vraiment la concrétisation voilà, d'énormément de travail, de sacrifice et de volonté. Je crois que vraiment ce qui a été déterminant pour moi sur cette compétition, puisque comme bah, je vous l'ai expliqué du coup, il n'y a pas eu véritablement d'écart incroyable en termes de prestations. Je ne sais pas ce que ça donnerait à l'entraînement, je me suis jamais entraîné ni avec Mathias ni avec Alexandre. Donc je ne sais pas à l'entraînement ce que ça donnerait des sparring entre eux et moi. En tout cas, sur cette compétition-là, il n'y a pas vraiment eu de gros écarts quoi, en termes de prestations. Voilà, on était au coude à coude tout le temps. Il n'y en a pas vraiment un qui s'est démarqué. Et donc du coup, je pense que ce qui a vraiment été déterminant dans ma victoire sur ces championnats, ça a été ma volonté et ma détermination à gagner. Je pense aussi que c'est quelque chose qui permet de véhiculer, je vais peut-être verser un peu dans l'ésotérisme là, mais de véhiculer une énergie de victoire qui influence aussi l'arbitrage, qui voilà cette volonté de gagner, on le sait, hein, c'est aussi important dans des combats de MMA, ce qui permet d'obtenir la décision aussi, et puis même c'est encouragé par le règlement des compétitions et tout, de montrer qu'on est actif, de montrer qu'on a envie, de montrer qu'on est déterminé à gagner, et c'est vraiment une composante essentielle de l'équation. Et moi, j'attribue ma victoire donc sur ces championnats à cet élément-là. Voilà, ma détermination à gagner, plus qu'une prestation technique particulièrement dominante. Même si je me suis senti très bien dans ces combats, et comme je l'ai évoqué, bah, j'ai pu sentir vraiment ma progression dans ce combat contre Mathias, puisque là où je m'étais senti vraiment un peu dépassé physiquement lors de notre premier affrontement, là c'était plus du tout le cas, je me sentais vraiment présent, en pleine forme. Voilà, j'ai pas ressenti les lactiques, j'ai pas ressenti vraiment de, de, de coups de mou dans mes combats, j'étais voilà, à fond tout le temps, vraiment dans les meilleures dispositions physiques pour performer. Et ça a été vraiment un indicateur de progrès dont je suis très 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 satisfait. Voilà pour ce qui est du débrief de ma prestation lors de ces championnats de France Nogi. Très heureux d'avoir gagné. Très heureux aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais à cœur de concrétiser un travail d'équipe parce que ça aussi c'est quelque chose qui est très très important. J'ai beaucoup abordé la performance sous l'angle individuel tout au long des années. Je suis quelqu'un euh, d'assez introverti à la base. Et j'ai compris récemment à quel point c'était une force de s'entourer et de bénéficier des expertises de différentes personnes et de se laisser un petit peu aller, de se laisser guider aussi par d'autres personnes qui vont énormément nous apporter. Et bon, je ne reviens pas sur ce que m'a apporté Mako et la MK Team, qui est vraiment un environnement de haute qualité pour progresser parce qu'il y a il y a du haut niveau technique, il y a un esprit extrêmement bienveillant et une atmosphère très très saine dans notre club. Mais une des nouveautés que j'ai incorporées, voilà, comme je vous le disais depuis 2 ans à peu près, c'est ma préparation physique avec Adrien et ma préparation mentale avec Ben. Et ça faisait un moment que je sentais à titre personnel vraiment que ça me faisait progresser, qu'il y avait vraiment d'énormes bénéfices et ça n'avait pas encore
vraiment payé en compétition. En tout cas, ça s'était pas concrétisé sous forme de médaille, même si, comme je le disais, ma prestation lors des Worlds vraiment m'avait, moi, confirmé que j'étais sur la bonne voie. J'avais à cœur de ramener cette médaille aussi pour eux, pour leur dire regardez les mecs, on l'a fait, c'est notre médaille, c'est aussi nous. Vraiment, je considère que voilà, tout seul on n'est rien et que là vraiment c'est un vrai travail d'équipe. Et donc voilà, je les remercie encore et je fais passer ce message, les gars, entourez-vous, bénéficiez des forces de chacun, allez vers les gens autour de vous qui peuvent vous apporter leur force et faites leur confiance. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on avance et qu'on va plus loin. Donc j'avais vraiment très très à cœur de ramener un résultat à la maison, un résultat qui est somme toute assez modeste, hein, c'est des champions de France, il y en a plein. C'est un championnat de France en ceinture noire, donc c'est quand même du haut niveau, j'en suis très content, surtout que j'ai eu deux adversaires vraiment de qualité. C'est en master, donc chez les plus de 30 ans, c'est pas la catégorie reine, hein. Dans ma catégorie de poids et de ceinture, le numéro un c'est Anthony De Oliveira qui a vraiment voilà, lui, il performe vraiment au plus haut niveau, qui a une très très grosse expérience et qui a d'ailleurs fait une démonstration de maîtrise, une fois de plus, sur ses championnats, puisqu'il a eu aussi lieu deux combats qu'il a dominé très largement et finalisé tous les deux. Donc voilà, pareil, c'est une invitation à l'humilité et aussi à, ce qu'on, voilà, à voir ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois. Là, je suis très, très content d'avoir remporté ces championnats. C'était une étape à valider. Moi, je procède maintenant vraiment étape par étape. Mon objectif, c'était de gagner. La case est cochée. Maintenant que j'ai gagné ces championnats de France, bah, peut-être que, voilà. En l'occurrence, mon objectif, ça va être de gagner un championnat plus élevé. Mais voilà, si je devais revenir sur les France et tout, bah, peut-être que j'essaierais de gagner, mais en me rapprochant plus voilà, d'une prestation plus dominante, en gagnant plus largement, en essayant de soumettre, voilà, en rajoutant un petit peu des challenges au fur et à mesure. Mais en tout cas, en respectant l'ordre des choses et les étapes. Et donc cette première étape, elle a été validée. Voilà pour la prestation. Je vais parler un petit peu pour conclure de l'après maintenant. C'est quoi la suite justement? Ça fait la transition avec ce que j'étais en train de dire. C'est quoi la suite? Puisque bon, euh, comme je le disais, c'est un titre dont je suis très fier à titre personnel. C'est une belle revanche personnelle parce que j'ai subi beaucoup de revers en compétition, j'ai galéré, j'ai essayé plein de choses. Je me suis aussi confronté au plus haut niveau, donc forcément, c'était pas des challenges faciles et donc je me suis souvent cassé les dents. Et donc là, voilà, ça fait du bien de gagner de temps en temps aussi. Et puis voilà, c'est un titre qui est sympa, quoi. Champion de France, c'est vraiment un truc sympa. En plus, en nogi, c'est ma grande passion du moment, donc voilà, c'est parfait. Je suis vraiment extrêmement heureux de ce résultat. Et donc, se pose naturellement la question de l'après. Et donc, l'après-compétition, c'est quoi? Eh bien, ça va être une prochaine échéance dans 3 mois. Dans 3 mois, parce que une des leçons que j'ai retenues de ma saison dernière, par exemple, au même titre que lors de ma planification d'entraînement, je vous ai fait part du fait que je ressentais un besoin de diversité et de qualité. Eh ben, c'est la même chose pour ma planification de compétition. Je sens que vraiment ce qui me correspond à moi aujourd'hui, c'est de faire peu de compétition, mais de la qualité, de quand je fais une prépa, vraiment la faire à 100%, et me concentrer à 100% à ça. Et quand je suis pas en prépa, vraiment bien relâcher aussi pour bien me ressourcer, bien me régénérer, me consacrer à d'autres choses, m'intéresser à d'autres choses pour recharger les batteries à fond et pouvoir vraiment repartir de la meilleure des façons. Et donc c'est ce que je vais faire là pendant un mois et demi. Je vais relâcher, je vais manger, je vais me détendre, je vais me consacrer beaucoup à mes élèves parce que la préparation à une compétition et la compétition c'est quelque chose c'est une approche, comment dire, c'est une expérience très égoïste en fait, très, très égocentrée. On en a besoin quand on est compétiteur de vraiment être voilà, très focalisé sur ses besoins, voilà, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. On est vraiment très centré autour de soi-même, c'est une nécessité, on est obligé de faire comme ça pour performer. La contrepartie, c'est que du coup, bah, on inspire les autres, donc il y a toujours moyen ensuite, et puis au travers voilà, de ces vidéos, c'est aussi ce que j'essaye de faire en partageant mon expérience, voilà, ensuite de communiquer avec les autres et de retrouver une dimension un petit peu sociale à cette expérience, mais en tout cas, pendant la prépa et pendant la compète, voilà, on vit une expérience très très auto-centrée. Et donc du coup, voilà, pendant là, les un mois et demi qui viennent,
Je vais de nouveau voilà, vraiment m'autoriser à être beaucoup plus tourné vers les autres, à m'intéresser beaucoup plus au coaching de mes élèves. Le coaching, c'est une dimension que j'adore aussi, au moins autant que... Enfin, vraiment, c'est du 50-50 chez moi. J'adore autant mon rôle de coach que mon rôle de compétiteur. Je vais, comme je le disais, manger. Je vais essayer de pas faire trop d'écart, de dinguerie, style, bon, évidemment, je me suis accordé des plaisirs. Je vous raconte pas à quel point le Burger King et les pâtisseries post-compétition ont été les meilleures de toute ma vie. J'ai jamais eu autant de plaisir à croquer dans un hamburger, à manger des pâtisseries, des sushis. Et je me suis vraiment fait plaisir et j'en avais besoin. Je pense que je l'ai même pas vécu comme un excès. Je pense que vraiment j'avais besoin de craquer. Je m'étais tellement, c'est tellement, voilà, tellement restreint pendant tout ce temps. Voilà, j'avais besoin de voilà, vraiment ouvrir les vannes une bonne fois euh, pour relâcher. Voilà, je me suis accordé quelques plaisirs dans la semaine, mais voilà, ce que j'essaye de faire là, c'est de vraiment réaugmenter les quantités, me faire plaisir en mangeant, mais quand même manger voilà, des aliments sains et voilà, juste ne pas être frustré, avoir du plaisir, mais quand même garder une bonne équilibre de vie, un bon équilibre de vie, un bon équilibre alimentaire. C'est d'ailleurs un petit peu là ce que j'ai vécu cette semaine. J'ai vraiment senti que j'étais en recherche d'équilibre. Le fait d'être voilà, d'avoir été autant centré autour de la diète, la compétition et tout pendant toutes ces semaines, le fait, c'est pas une dépression post-compète, mais en tout cas, ça a été une perte de repère post-compète là pendant toute cette semaine passée. J'étais un petit peu dans le flou, j'avais plus vraiment d'objectif, je savais plus vraiment trop quoi penser. Voilà, j'étais un petit peu en perte de repère, comme je vous disais. Et donc voilà, là, je suis en train de retrouver un équilibre. On sent qu'on appelle ça l'homéostasie en science. Et voilà, je suis dans cette recherche de retrouver un équilibre un petit peu plus souple dans mon quotidien là pendant un mois et demi pour vraiment décompresser dans l'idée, bien sûr, quand je repartirai en prépa dans un mois et demi, de nouveau être focus à 100%. Mais pour ça, comme je vous le disais, c'est comme pour faire de l'intensité, il faut vraiment peut-être en faire moins et faire vraiment de l'intensité. Et le reste du temps, voilà, faire de la faible intensité, là pareil, je pense que pour être vraiment à fond dans sa prépa, il faut quand on est hors prépa, vraiment être hors prépa, sans pour autant faire n'importe quoi, comme je le disais, mais voilà, vraiment faire une vraie distinction entre les deux. Et c'est ce que je vais faire là pendant plus d'un mois. Et je vous annonce que ma prochaine échéance seront les Brasileiros Nogi, donc les championnats du Brésil en Nogi, en catégorie ceinture noire, Master 1, featherweight, toujours, moins de 67,5 kg. Donc c'est une autre diète qui se profile à l'horizon. Fort heureusement, elle est dans plusieurs semaines, donc j'ai le temps d'oublier un petit peu. J'ai d'ores et déjà pris mon billet pour le Brésil. La compétition se déroulera à Rio de Janeiro les 27 et 28 ou 28 et 29 juin, je ne me rappelle plus, enfin, dernier week-end de juin, à Barra de Tijuca, au centre olympique, donc un cadre, à mon avis, qui va être assez génial. Première fois pour moi au Brésil, après bientôt 15 ans de Jiu-Jitsu, j'ai jamais mis les pieds au Brésil, même si j'ai beaucoup voyagé, je me suis entraîné à San Diego, aux États-Unis, j'ai passé j'ai vécu au Japon, etc. Donc j'ai beaucoup voyagé, mais je ne suis pas allé dans le pays qui est le berceau du JJB, donc ce sera une première pour moi. Très excité, un petit peu effrayé aussi, j'avoue. Le Brésil, c'est une destination qui fait un petit peu qui est un peu impressionnante par rapport aux histoires qu'on entend. On sait que voilà, en termes de sécurité et tout, ça peut faire un peu flipper, même si j'ai plein de potes qui sont allés et qui n'ont pas eu forcément de problème. Voilà, c'est quand même un truc auquel moi je pense. Et puis il y a aussi le fait que je pense que les Brasileiros, enfin j'ai souvent entendu dire que c'était une compétition quand même assez sauvage. Parce que voilà, les Brésiliens, on sait que c'est des combattants durs au mal, vraiment assez intenses, très, très, très combatifs, qui ont beaucoup de cœur. Donc voilà, c'est à la fois excitant et en même temps un petit peu flippant, mais en tout cas c'est vraiment une expérience que j'ai envie de vivre au même titre que ces championnats de France. C'est le niveau au-dessus, je pense que là j'aurai certainement au moins 4-5 combats pour gagner face à des adversaires à mon avis qui auront très très faim. Donc voilà, c'est mon prochain challenge. J'ai vraiment à cœur de. Je vais tout faire pour remporter ces championnats. J'espère au moins faire un podium, faire une médaille, faire un résultat et puis. Si possible, gagner. En tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour, fort de ces dernières expériences. Donc voilà, ce sera ma prochaine échéance. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on a tout dit. Championnat du Brésil fin juin.
Pour l'instant, on décompresse pendant un bon mois et demi et on rattaquera donc la prochaine prépa, 5 à 6 semaines avant l'échéance pour voilà, essayer de performer de la meilleure des façons qui soit. Les amis, j'ai été heureux de partager mon expérience avec vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire voilà, part en commentaire de vos impressions, de vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Vous pouvez éventuellement même me suggérer des sujets de vidéos, pourquoi pas. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me donner de la force. Et je vous dis à très bientôt les amis, je vous embrasse. Os!